Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout. Je connais la place des anciennes portes, tout. Les murs de l'étang, toutes les plantes, la place de toutes les plantes. Même les plantes sauvages. Je connais la place. Tout. Marguerite Duras, vous avez écrit « Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des films. Pour aucune autre raison, c'est là le plus vrai de tout ce que je peux dire sur mon entreprise. » C'est vrai. Est-ce que vous diriez de la même manière, c'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des livres? Quand je faisais des livres, je pense pas que j'en étais là, non. J'en ai été là lorsque j'ai cessé de faire des livres, pratiquement. Je veux dire, lorsque j'ai cessé d'écrire tous les jours. Et que j'ai fait des films. Seulement, quand j'ai cessé d'écrire, j'ai cessé, oui, j'ai cessé quelque chose de... Enfin, la chose la plus importante qui m'était arrivée, c'est-à-dire d'écrire. Mais les raisons que j'avais d'écrire à l'origine, je ne les connais plus. Peut-être rejoignait-elle celle-là. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde n'écrit pas. J'ai une admiration secrète pour les gens qui n'écrivent pas, bien sûr. Qui ne font pas de films. Beaucoup de vos films se passent dans une maison coupée de l'extérieur. Ici, oui. Dans cette maison. Je n'aurais jamais cru qu'un lieu pouvait avoir cette puissance, cette force-là. Toutes les femmes de mes livres ont habité cette maison. Toutes. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Cette maison, elle a été habitée par Lolvestein, par Anne-Marie Streeter, par Isabelle Granger, par Nathalie Granger, mais aussi par toutes sortes de femmes. Quelquefois, quand j'y entre, j'ai le sentiment comme ça d'un foisonnement de femmes. Elle a été habitée par moi aussi, complètement. Je pense que c'est le lieu du monde que j'ai le plus habité. Et quand je parle des autres femmes, je pense que ces autres femmes me contiennent aussi. C'est comme si elle et moi, on était doués de porosité. La durée dans laquelle elle baigne, c'est une durée d'avant la parole, d'avant l'homme. L'homme, quand il ne peut pas nommer les choses, il est dans la perdition, il est dans le malheur, il est désorienté. L'homme est malade de parler. Les femmes, non. Toutes les femmes que je vois ici se taisent. D'abord. Après, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Mais elles commencent par se taire, longuement. Elles sont incrustées dans la pièce, comme insérées dans les murs, dans les choses de la pièce. Quand je suis dans cette pièce-là, j'ai le sentiment de ne rien déranger à un certain ordre de la pièce. Comme si la pièce elle-même, enfin le lieu, ne s'apercevait pas que je suis là.
qu'une femme est là. Elle y avait déjà sa place. Je parle du silence des lieux, sans doute. Michelet dit, enfin, dit que les sorcières sont venues comme ça, c'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre du Seigneur ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois. Des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages. C'est-à-dire à entrer, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer. Et on les a appelées des sorcières. Et on les a brûlées. On dit qu'il y en a eu 1 million dans tout le Moyen-Âge. Et au commencement de la Renaissance, on a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. Est-ce que ces femmes qu'on trouve dans vos films, dans vos livres, je pense à la femme de Nathalie Granger, enfin Isabelle Granger, à Elisabeth Allione dans Détruire, à Vera Baxter dans Les plages atlantiques, est-ce que d'une certaine manière, ce ne sont pas encore des femmes, des sorcières de Michelet? On est encore là. Nous, femmes, on est là. Oui. On est là, c'est pas... Ça n'a pas vraiment bougé. Moi, dans cette maison aussi, avec ce jardin, je suis dans des rapports que les hommes n'auront jamais avec un habitat, un lieu. Dans presque tous vos films, on retrouve ce périmètre clos de la maison, du parc et la forêt. Oui, la forêt communique avec le parc. Le parc est le prémisse de la forêt. Le parc l'annonce. Il y a un parc dans Détruire. Il y a un parc dans Hildesong, dans Nathalie, dans Jaune, le parc noir où il y a les chiens des Juifs. La forêt, c'est l'interdit. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette forêt de Jaune-le-Soleil, que j'appelle la forêt du nomadisme, la forêt des Juifs. Je ne sais pas quel est le lien entre cette forêt-là et la forêt de Détruire, dont les gens ont peur, dont une certaine bourgeoisie a peur, dont les hommes ont peur et qu'ils massacrent. Nous, on s'y insère dans la forêt, on s'y faufile, vous voyez. Les hommes y vont pour la chasse, je les vois comme ça. Pour sanctionner, surveiller. À propos du film Nathalie Granger, vous avez dit « Ce que je vois avant tout dans Nathalie Granger, avant le film, c'est la maison ». Oui, c'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. Moi, je crois que c'est un périmètre clos sur autre chose que ça aussi. Oui, il se passe autre chose que tout ceci qui est courant, enfin, de la sécurité, le rassurement, la famille, la douceur du foyer, etc., etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires.
C'est un tout. Hein. C'est que les gens reviennent chez eux pour mourir d'habitude, vous voyez. Ils préfèrent mourir chez eux, ils préfèrent... dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison. Et... je ne sais pas si dans les villes, maintenant, on sait ce que c'est. Moi, j'ai découvert la maison avec ça. Si, j'en avais une quand même en Dordogne, quand j'avais 6 ans. Et que ma mère a vendu. Il faut vous dire que j'étais fille de fonctionnaire. Et que pendant toute mon enfance, je n'ai fait que changer de lieu. Quand mes parents changeaient de poste, je changeais de maison. Et ensuite, j'ai eu des appartements loués à Paris. Et c'est la première fois que j'ai une maison à moi. Et c'est un petit peu comme si j'y étais né quand même, ici. J'ai tellement faite à moi que j'ai le sentiment qu'elle m'appartient depuis avant moi, enfin depuis avant ma naissance. Ici, c'était une grange. J'ai bien cherché et j'ai trouvé aucune trace d'aucun écrit, d'aucun passage dans la maison. C'est une chose qui m'a beaucoup impressionnée. Aucune photographie, aucune inscription, aucun livre, aucune lettre. Rien. Il y a une date sur le mur de l'étang. Je crois que c'est 1875. Mais dans la terre, on trouve des choses. On a trouvé des clés, et des couteaux, des canifs, vous voyez. Des morceaux de vaisselle, loin dans la terre profonde. Enfin, c'est toutes les ordures ménagères de 2 siècles qui sont là-dedans. Des morceaux de jouets, des morceaux de billes aussi, des billes d'enfants. Mais dans la maison elle-même, rien. Quand vous parlez d'Isabelle Granger, vous dites ces déambulations de prisonnières. Oui, je vois Isabelle Granger comme prisonnière de cette demeure-ci. Prisonnière d'elle-même, de sa vie, si vous voulez. De cette espèce de circuit infernal qui va de l'amour de ses enfants à ses devoirs conjugaux, comme on dit, voyez-vous. Et que tout ça, tout ce contenu, justement, de sa vie qui est enfermé ici. Quand elle déambule là, dans la maison, c'est comme si elle passait autour d'elle-même. Comme si elle contournait son propre corps. Isabelle Granger m'apparaît comme habitant totalement la maison, comme si elle en épousait même le contour. Comme si la maison elle-même avait forme de femme, si vous voulez. Tellement je ressens cette adéquation là, entre cette femme et sa demeure. Enfin, c'est pas par hasard, c'est sans doute que je l'ai ressenti pour moi avant. Et quand je veux y mettre des femmes dans cette maison, tout le temps, et rien que des femmes, c'est pas non plus par hasard. Ce lieu, par exemple, c'est un lieu de femmes pour moi. Et vous pensez que seule une femme peut habiter un lieu aussi complètement? Oui. Seule une femme peut y être à l'aise, peut y adhérer complètement, oui, sans s'y ennuyer. Je pense que je ne traverse jamais cette maison sans la regarder. Et je crois que ce regard-là, c'est un regard féminin. Un homme, il rentre le soir, il mange, il dort, il s'y chauffe, etc. Une femme, c'est autre chose. Il y a une sorte de regard extatique, de regard en soi.
de la femme sur la maison, sur sa demeure, et sur les choses qui sont évidemment le contenant de sa vie, sa raison d'être, pratiquement, même pour la plupart d'entre elles, que l'homme ne peut pas partager. Je dis à un moment donné que quand Isabelle Granger traverse le parc, ce parc-ci, le fait qu'elle le traverse ne vous fait vous poser aucune question. Isabelle Granger est dans le parc, au lieu d'être dans une chambre, au lieu d'être ailleurs, elle est là. Elle marche très lentement dans le parc et ça paraît tout à fait naturel. Si un homme faisait ça, si un homme traversait le parc de ce pas-là, avec ce calme, cette quiétude, on n'y croirait pas. On dirait qu'il réfléchit profondément parce qu'il a des ennuis en ce moment. Il fait les 100 pas dans le parc. On ne dirait pas il s'y promène. Il est allé penser, et les femmes dans les maisons, avant, auraient été inquiètes de voir l'homme dans le parc comme ça, en proie à ses pensées, comme on disait. Dans Nathalie Granger, cette maison, c'est vraiment l'habitat des femmes. C'est la maison des femmes. D'ailleurs, oui, c'est toujours ça, en fait, parce que la maison est faite par les femmes. C'est exactement comme le prolo. Le prolétaire qui est... Le travail du prolétaire lui appartient. Les instruments de travail du prolétaire sont le prolétaire. De la même façon, la maison appartient à la femme. La femme est un prolétariat, enfin, comme vous le savez, millénaire. Et la maison lui appartient de la même façon, enfin, qu'au prolétaire, les instruments de travail. Et le fait que la femme soit en elle-même une demeure, la demeure de l'enfant, quel est ce sens-là de la protection par son corps, de cet entourement, si vous voulez, de l'enfant par son propre corps. Ce fait-là ne doit pas être étranger à la façon qu'elle a d'être insérée elle-même dans l'habitat, dans sa demeure. C'est sûr. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre une femme qui a eu un enfant et une femme qui n'a pas eu d'enfant. L'accouchement, je le vois comme une culpabilité. Comme si on lâchait l'enfant, qu'on l'abandonne. Ce que j'ai vu de plus proche de l'assassinat, ce sont des accouchements. La sortie de l'enfant qui dort. C'est la vie qui dort complètement, dans une béatitude incroyable, et qui se réveille. Peut-être que la maternité est vécue comme ça, en partie. Je crois qu'on sait très peu de choses là-dessus. Les ondes y pullulent et on est dans le préjugé. C'est vrai, c'est un assassinat. L'enfant est quand même bien heureux. Et le premier signe de vie, c'est le hurlement de douleur. Vous savez, quand l'air arrive dans les alvéoles pulmonaires de l'enfant, c'est une souffrance indicible. Et c'est la première manifestation de la vie. C'est la douleur. C'est le cri. Plus qu'un cri, c'est les cris dégorgés, les cris de quelqu'un qu'on tue, qu'on assassine. Les cris de quelqu'un qui veut pas. Dans Nathalie Granger,
Quand l'extérieur arrive dans la maison, c'est la violence, c'est la voix de la radio, c'est le crime des Yvelines, c'est la chasse à l'homme dans la forêt du Dreux. La violence habite la forêt. Et d'en détruire, la violence doit habiter la forêt, mais d'en détruire, quand Alissa et Stein vont s'aimer, ils vont dans la forêt, eux. Eux, mais... Eux, les autres non. La regardent, ils la regardent de loin, mais ils n'y entrent pas. La forêt va... C'est la forêt de mon enfance, je le sais. Je sais. Toute petite, tout enfant, j'ai habité des terres près de la forêt vierge, enfin en Indochine. Et la forêt était interdite, parce que dangereuse. À cause des serpents, des insectes, des tigres et tout ça, et nous y allions quand même. Nous, les enfants, nous n'avions pas peur. Nous, nés là-bas, voyez, nous n'avions pas peur de la forêt. Et ma mère, qui était du Nord, qui était européenne, avait peur de la forêt. Du Nord du monde, elle était. Ma mère. Elle n'avait pas peur de la forêt, en fait. Elle avait peur de cette étrangeté-là, ces tropiques, qu'elle découvrait tard dans sa vie. Et nous, comme on y grouillait comme le reste, voyez-vous, c'était... Avec mon petit frère, je l'ai raconté ça dans le barrage, on y était complètement à l'aise. On mangeait les fruits de la forêt, on tuait les bêtes, on allait pieds nus dans les sentiers. Sur les petites rivières, on allait chasser le crocodile, on avait 12 ans. Moi, j'avais tout de suite 9 ans. Pendant les siestes, on se fuyait et on allait vers le danger, très naturellement, comme ça. C'est après coup, j'ai eu peur de ce que nous avions fait. Donc la forêt est au fou, voyez. Et dans ma vie, elle était à l'enfance. La forêt où je suis allée, étant enfant, elle était pleine d'enfants. Également de la désobéissance. Et dans les terres du barrage contre le Pacifique, il y avait beaucoup de mendiants. Qui allaient sous les vasques de lianes dormir la nuit. Ils faisaient des feux, ils dormaient là. Et quand je parle du nomadisme des Juifs dans Jaune le Soleil, vous savez, de ces feux éteints partout, je pense qu'il y a un lien avec ce que j'ai vécu enfant. C'est forêt du voyage, si vous voulez. Du vrai voyage. Mais c'est l'enfance aussi, vous voyez. Oui, c'est l'enfance. Ouais. Oui, mais attention, tout le monde n'en a pas peur de la forêt, dans mes livres. Les enfants de Dreux, ils s'y réfugient. Les petits assassins de 16 ans, les Yvelines, se réfugient dans la forêt. La forêt devient dangereuse de leur fait. Les gens ont peur de la forêt comme ils ont peur de ces jeunes voyous et de toute violence. Mais j'ai peur de la forêt. Je ne vais plus jamais dans une forêt seule. C'est un lieu... Je ne sais pas, c'est un lieu inquiétant parce que, bon, c'est un lieu très très ancien et toutes les forêts, en principe, datent de la préhistoire. C'est des lieux sans doute hantés d'une certaine façon. Je refuse pas le mot. Comme si la forêt était un lieu sacré dans le sens ancien du mot. Oui, vous savez, c'est à la forêt que nous avons parlé, nous les femmes, les premières. Que nous avons adressé une parole libre, une parole inventée. Tout ce que je vous disais de Michelet, là, que les femmes ont commencé à parler aux animaux et aux plantes, c'est une parole à elles qu'elles n'avaient pas apprise, celle-là. C'est parce que c'était une parole libre qu'elle a été punie. C'est que du fait de cette parole,
la femme se désistait de ses devoirs vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la maison, justement. C'est la voie de la liberté. Mais il est normal qu'elle fasse peur. Oui. Complètement. C'est la sortie de l'école. On les entend tout le long de la maison est tout en longueur. Hiver comme été, ça passe. Les mômes. En plein hiver, je les entends, il est 8 heures du matin. 8h30, en pleine nuit, ils sont. C'est lié la forêt et la musique, quelque part. Quand j'ai peur de la forêt, j'ai peur de moi, bien sûr. Voyez-vous? J'ai peur de moi depuis la puberté, n'est-ce pas? Dans la forêt, avant la puberté, je n'avais pas peur. Et la musique m'épouvante aussi. Je pense qu'il y a dans la musique un accomplissement, un temps que nous ne pouvons pas actuellement recevoir. Il y a une sorte d'annonciation de la musique d'un temps à venir, où on pourra l'entendre. La musique, ou bien ça me fait... enfin, ça me bouleverse et je ne peux pas l'écouter, alors que je pouvais quand j'étais jeune, quand j'étais ignorante encore et naïve, je pouvais écouter de la musique. Maintenant, ça m'est très difficile d'en entendre, sans être bouleversé. Bien sûr, on ne peut pas parler de la musique, je ne peux pas vous parler de la musique. Elle ne fera plus peur à un moment donné. Pour le moment, elle fait peur comme le futur fait peur. Je pense que des gens comme Bach, par exemple, Bach était sans intelligence de sa propre musique. Quelquefois, je compare à Goya. L'extraordinaire intelligence picturale de Goya ne pouvait s'accompagner que d'une imbécilité dans le vécu. Je ne peux pas concevoir Goya autrement, d'ailleurs sa vie le prouve. C'était un flatteur, il a eu des illusions complètement naïves, enfin il s'est conduit comme un petit garçon toute sa vie, quoi. On ne peut voir de cette façon qu'en étant quelque part insensible. On ne peut voir avec cette acuité-là que si cette acuité est sans répercussion. Sans ça, on meurt. Bach serait mort s'il savait ce qu'il avait fait. D'ailleurs, vous savez, il n'a pas dit une seule chose dans sa vie qui mérite d'être retenue. Goya non plus. Le plan de toute la musique, de tout ce que j'ai fait, de tous les films que j'ai faits, un des plans qui me bouleverse le plus, c'est le plan sur la musique, sur l'écriture musicale, sur les partitions dans Nathalie Granger. On avait mis une masse de partitions par terre et la caméra se balade sur les partitions. Elle finit, je crois, sur l'art de la fugue, sur la couverture de la partition. Elle doit passer très près de la chaconne. Elle finit sur le plus dur, c'est-à-dire l'art de la fugue, ou bien peut-être les variations de Goldberg, je ne sais plus. Tandis que l'enfant fait des gammes. Et si vous voulez, ce chemin qu'il y a à parcourir depuis les gammes de l'enfant, les gammes de l'enfance, ou l'enfance de l'homme, ou l'enfance de l'humanité, jusqu'à ce langage-là,
que nous ne pouvons pas décrypter, le langage de la musique. Ce chemin me bouleverse. Et voilà. Voilà. Dans Jour de soleil, je comparais Bach à un prolétaire. J'ai dit une montagne. Là, il y a une montagne. Personne n'a compris. Je l'explique maintenant. Là, il y a une montagne de ciment. Ce ciment porté, travaillé par le prolétariat. Et là, il y a une montagne de musique. Je vois une équivalence de labeur entre les deux montagnes, le ciment et la musique. Et la même obscurité autour. J'allais presque dire la même surdité. J'ai écrit une page dernièrement et je parlais de l'humidité du parc. Je parle du parc, les ruisselants, de moiteurs, etc. Et puis, j'ai relu le texte et j'ai vu que j'avais mis des pluriels. J'avais mis les humidités du parc. Alors que j'avais pensé l'humidité du parc. J'ai bien sûr laissé le pluriel. C'était un accident de la main. Et c'était tellement plus juste, dans la multiplicité du parc, les espèces du parc, de parler des humidités. Et de la terre, il y avait l'humidité de la terre, l'humidité des arbres, des fruits, de l'eau, de l'air, etc. C'était un pluriel. En somme, on part avec une méfiance de soi, avec une culpabilité. On part pour écrire avec des petits bagages de 4 sous que les autres ont ficelés pour vous. On ne part pas dans la liberté. Il faut se faire confiance. Pourquoi? Vous faites confiance aux autres, vous faites confiance à l'amour, vous faites confiance au désir. Moi, je me fais confiance comme à un autre. Je me fais complètement confiance. Et c'est très bien d'être comme ça. C'est à force de regarder le jardin, là, par la porte, là, que j'ai fait Nathalie Granger. Nathalie Granger, pour moi, c'est ça. C'est cette transparence-là, la transparence de la pièce en général. On croit toujours qu'il faut partir d'une histoire pour faire du cinéma, c'est pas vrai. Nathalie Granger, je suis complètement partie de la maison. Vraiment, tout à fait. J'avais la maison dans la tête constamment, puis ensuite, une histoire est venue s'y loger, vous voyez. Mais la maison, c'était déjà du cinéma. Dernièrement, il m'est arrivé une chose bizarre comme ça. J'étais seule dans la maison, je venais de laver du linge dans la petite cuisine qui était au bout, là, vers la chambre de la petite fille. C'était très silencieux, c'était au début de l'automne. Et vers le soir, il y avait une grosse mouche dans un abat-jour qui tourbillonnait. Et à un moment donné, elle est morte. Elle est tombée, morte. Et je me souviens avoir noté l'heure de sa mort. Il devait être 5h55. J'étais déjà dans le cinéma. J'étais dans un film. C'était peut-être l'histoire de la mouche. Ou mon histoire, écoutant la mouche, je ne sais pas. Mais j'étais quelque part ailleurs, en étant là. C'était déjà transporté quelque part ailleurs, vous voyez. On dit sublimer, je crois. Les autres.
Mais pour l'après-midi de M. Andesmas, j'avais vu cette maison au-dessus de Saint-Tropez qu'on m'avait montré, Vergassin. Un ami à moi qui venait de l'acheter, il m'a montré l'endroit, sur la colline face à la mer. C'est un endroit qui m'a frappé. Et pendant 6 mois, je l'ai eu en tête. Comme vraiment, vous voyez, encastré dans la tête, vide. 6 mois, vide. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé. Un très vieil homme. Et c'était M. Andesmas. Et j'ai l'impression que si j'attends ici, si je m'enferme ici, les gens vont arriver. Ça fera un autre film. C'est pas raisonnable, je peux pas en faire 6, 7 comme ça, la file. C'est ce que les gens me disent. Ils me disent, mes amis me disent quand même, tu vas pas recommencer encore avec cette maison. Je ne sais pas de quoi partent les gens. Quand ils partent d'une histoire, je me méfie. Une histoire faite, toute faite, vous voyez. Déjà, avant d'écrire. Avec un commencement, un milieu, une fin. Des péripéties. Je me méfie. Je sais jamais très bien où je vais. Si je le savais, je n'écrirais pas, puisque c'est fait. Ce serait fait. Je ne comprends pas comment on peut écrire une histoire déjà explorée, inventoriée, recensée, voyez. Ça me semble d'une tristesse. Je dois dire aussi d'une indigence. Enfin, il ne s'agit sans doute pas de la même écriture. J'ai tort sans doute en ce moment, quelque part. C'est-à-dire que les comédiens de Nathalie voulaient que marcher, enfin, voulaient un rythme pour toujours marcher dans la maison, du même pas. Et finalement, ce pas, c'était quelques arpèges que j'avais fait au piano et qui, petit à petit, se sont transformés et sont devenus, enfin, ce qui était pour le travail, vraiment uniquement utilitaire et devenu la musique du film. J'ai touché des droits sur cette musique. À l'origine, c'était ça. Je vois Jeanne marcher dans les couloirs. J'entends ça. Jeanne Moreau. C'est un très vieux piano. On ne peut même plus l'accorder, il est tellement usé. Mais on l'adore. Je ne joue pas, moi. Très peu. Mais mon fils joue un peu. Son père joue beaucoup.
Et des amis viennent jouer. Mais enfin, on s'amuse beaucoup avec le piano. On joue à 4 mains jusqu'à 3 heures du matin. J'aime bien cette pièce parce qu'elle est complètement transparente. Puis elle est au bout de la maison, c'est la dernière. Elle est très isolée. Je peux vous reproduire l'air d'Indasan. C'est aussi ça, ne pas être coupé du piano. C'est pouvoir le toucher, même d'une main. Bon, c'est vrai que c'est toujours une douleur d'entendre bien jouer. Pour moi, c'est quand les gens jouent très bien. Je suis enchanté, ébloui et au désespoir. On est allé jusque-là dans l'atelier. On allait jouer de l'enfant. On entend le bois. Les gens ont peur que je joue. Je joue pas. Vous entendez encore?